voudrez peut-être, mais vous êtes manipulés. Depuis notre tendre enfance, nous sommes biberonnés, alimentés, abreuvés d'un idéal forgé par des images de voitures. Cependant, au cours de la dernière décennie, un nouvel imaginaire automobile a été créé à grand renfort de publicité, celui des SUV, abréviation pour Sport Utility Vehicle. Adulées par les automobilistes, mais détestées par les écologistes, ces voitures représentent aujourd'hui environ 50% des ventes de voitures neuves chaque année. Une domination sans précédent. Derrière ce phénomène se cachent des dépenses de publicité colossales. Sur les 4,3 milliards d'euros dépensés par les constructeurs français en 2019, 1,8 l'étaient pour des SUV. Soit l'équivalent de 3h50 de diffusion quotidienne à la télé, ou bien 6 journaux télévisés mis bout à bout. La clé de leur succès, c'est leur capacité à rendre ces véhicules à la fois modernes et désirables. Les SUV ont opéré un rebranding habile, abandonnant le terme 4x4 qui était associé à la pollution et à l'inadaptation urbaine pour un mot qui était beaucoup plus séduisant, celui de SUV. Ils ont associé ces modèles à la virilité, au confort et à la sécurité. Toutefois, par rapport au 4x4, il y a quelques différences. Déjà, la plupart ont abandonné leurs 4 roues motrices. Ils évoquent plutôt une berline surélevée avec un habitacle spacieux. Et ils abordent un design plus affirmé et original que les monospaces. L'engouement a été déclenché par le Nissan Qashqai en 2007 qui a ouvert la voie à une avalanche de voitures SUV de toutes marques. Cette tendance est arrivée au bon moment pour les constructeurs de voitures puisque c'est juste avant la crise économique de 2008-2009, ce qui a permis de les relancer une fois qu'elle s'est terminée. En plus, avec ces SUV, les constructeurs peuvent faire une marge de 20% supérieure à celle des berlines parce qu'elles ont des coûts de production qui sont similaires mais des prix de vente qui sont plus élevés pour les SUV. Cette stratégie de SUVisation a porté ses fruits puisque les ventes de ces modèles atteignent maintenant 45-50% des voitures neuves en France contre seulement 9% en 2011. Alors, pourquoi aborder ce sujet sur une chaîne d'urbanisme ? Parce que ce choix a des implications énormes sur la vie urbaine. La société paye les conséquences de cette stratégie commerciale. Ces SUV sont souvent utilisés pour transporter une seule personne, ce qui génère de la pollution, de la congestion, des détériorations. Et il y a une petite musique qui commence à émerger de contestation envers ces véhicules. Il y a des activistes qui commencent à dégonfler les pneus des SUV. Les mairies de Bordeaux et de Lyon ont commencé à augmenter leurs tarifs de parking et la mairie de Paris va organiser un référendum le 4 février prochain pour savoir s'il faut tripler les coûts de stationnement de ces véhicules. Il est temps de comprendre l'impact de cette tendance sur nos villes et notre environnement urbain. On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l'adore. La première conséquence alarmante des SUV sur notre environnement urbain, c'est leur contribution à la pollution. Ces véhicules ont tendance à être plus lourds, plus imposants et plus puissants que les autres. Cette tendance est une évolution générale des voitures depuis plusieurs décennies. Entre 1960 et aujourd'hui, les voitures ont gagné 25 cm en longueur et 10 cm en hauteur. Le problème est que pour déplacer ces voitures de plus en plus lourdes, il faut des moteurs plus puissants, ce qui conduit à des dépenses énergétiques plus élevées. La puissance des moteurs de voitures a augmenté de 147% entre 1980 et 2010, ce qui a compensé la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'optimisation des moteurs. En d'autres termes, l'énergie est de plus en plus utilisée pour déplacer le poids de la voiture et de moins en moins ses occupants. Les SUV amplifient cette tendance préoccupante. En moyenne, ils pèsent 200 kg de plus que les autres modèles et en raison de leur aérodynamisme qui est plutôt mauvais, ils consomment aussi plus d'énergie. Un SUV consomme 15% de carburant en plus et émet 20% de CO2 supplémentaire par rapport à un modèle de voiture standard. Cette augmentation de la pollution a des conséquences néfastes sur la santé. Pour rappel, la pollution de l'air a entraîné le décès de 40 000 personnes en France entre 2016 et 2019. En plus, la vente des SUV va à l'encontre de nos objectifs climatiques. Les voitures
représente 50% des émissions du secteur des transports, qui représente lui-même environ 30% des émissions globales de gaz à effet de serre. En France, les SUV se classent comme la deuxième source d'augmentation des émissions, juste après le secteur aérien au cours de la dernière décennie. En raison de l'impact significatif des SUV sur l'augmentation des émissions, les constructeurs sont contraints de payer des amendes au niveau européen pour non-respect des normes environnementales. Dans les villes, les SUV sont détestés par tous ceux qui ne les conduisent pas. En raison de leur taille imposante, ils monopolisent un espace considérable au sein des centres urbains. Ils gaspillent un espace de plus en plus précieux qui pourrait être dédié aux cyclistes, aux piétons, à la nature. Leur gabarit complexifie le stationnement dans les rues, rend plus difficile la visibilité des piétons et des cyclistes, en particulier des enfants, dont la hauteur est souvent inférieure au capot rehaussé de ces véhicules. Ils envahissent l'espace public car les garages construits entre 1960 et 1970 ne sont pas faits pour accueillir des véhicules aussi gros. Incapables de s'insérer dans ces boxes individuelles, ils se retrouvent souvent à cheval sur les trottoirs. Les coûts pour les finances publiques se révèlent particulièrement importants. D'une part, les pouvoirs publics sont contraints de remédier aux dommages causés à l'environnement par ces véhicules. D'autre part, ces véhicules plus lourds génèrent une usure plus importante de la voirie. Il faut donc la refaire plus souvent, ce qui a un coût non négligeable. Pourquoi est-ce qu'on choisit ces véhicules malgré tous leurs défauts ? Les SUV cherchent à répondre à un besoin de protection. Une image largement véhiculée par les publicités qui mettent en avant le confort et la sécurité de ces véhicules. Pourtant, la sécurité est un angle mort des SUV. Le simple fait que le conducteur soit situé plus haut par rapport à une voiture standard ne garantit pas une protection supérieure. C'est même l'inverse. Le risque d'accident est de 10% supérieur par rapport à une voiture classique. Cette situation s'explique par un poids et une puissance plus élevés des SUV par rapport aux véhicules standards, ce qui conduit à des dégâts plus importants. Les chiffres sont encore plus alarmants pour les autres usagers de la route. Lorsque vous êtes renversé par un véhicule standard, vous êtes souvent percuté au niveau des jambes ou des tibias. Mais lorsqu'il s'agit de SUV, en raison de sa hauteur, il vous attaque beaucoup plus haut, donc vous avez plus de chances d'être impacté sur des zones du corps qui sont plus sensibles. De plus, la conception de ces véhicules est souvent orientée pour augmenter la sensation de protection. On a donc des vitres qui sont de taille généralement assez réduite pour renforcer l'effet tour d'ivoire, mais on a une visibilité qui est limitée, ce qui peut être un peu dangereux pour la conduite parce qu'on ne voit pas grand chose finalement. Donc ils ne voient rien, les usagers autour ne voient rien, bref c'est un sacré bordel. Un autre argument fréquemment avancé par les constructeurs de ce type de véhicule, c'est le gain de place qui serait un idéal pour les familles nombreuses. Cet argument aurait pu être pertinent dans les années 60 où il n'était pas rare que les familles fassent plus de 3 ou 4 enfants, mais aujourd'hui ce n'est clairement pas la norme. Et puis on s'en sortait très bien avant, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de véhicules encore plus grands ? Les SUV sont devenus la norme en matière d'offres familiales. Ils ont remplacé les monospaces dont les ventes sont passés de 10% à 2% du total en seulement 10 ans. Avons-nous réellement besoin d'autant d'espace au quotidien dans nos véhicules ? Pour la plupart d'entre nous, cela se fait quand même rarement sentir. Et si un jour, vous en avez besoin de manière occasionnelle, vous louez une voiture adaptée. Et si on a vraiment autant besoin d'espace, cela n'explique pas l'engouement massif pour ce type de véhicule depuis quelques années. Il existe une autre raison qui mérite d'être explorée. La voiture est souvent perçue par de nombreux automobilistes comme une extension de chez soi. Une maison mobile où l'on transporte sa propre zone de confort. C'est un espace soigneusement entretenu, souvent personnalisé, où l'individu ressent un fort sentiment de contrôle et d'attachement. C'est cette raison qui explique notre tendance à vouloir rester seul dans notre voiture. Cette solitude procure un moment apaisant, un moment de bien-être où on peut s'isoler du monde extérieur et de tous ces gens qui pourraient nous embêter lors de nos trajets quotidiens. Les SUV, du fait de leur surélévation, créent également un sentiment de supériorité par rapport aux autres usagers, exprimant ainsi la volonté de ne pas vouloir partager un espace commun. Le SUV est aussi l'outil et le symptôme
de l'étalement urbain, illustrant une société où la liberté de vivre où bon nous semble et où cela est possible prévaut. Car la voiture sert de moyen pour faire ses courses, aller au travail, consulter son médecin. La voiture personnelle devient ainsi la réponse à toutes nos exigences. Ce type de véhicule reflète notre époque, caractérisée par une distance toujours plus grande entre nos lieux d'habitat, de travail et de loisirs. Ce qui crée également une dépendance très forte vis-à-vis de la voiture. 47% des Français l'utilisent tous les jours. Les SUV sont un outil de distinction sociale. La caractéristique principale d'un propriétaire de SUV, ce n'est pas son statut familial, mais sa richesse. Il symbolise un signe de prospérité et d'appartenance de classe. Ces véhicules étant généralement plus coûteux à l'achat et à l'entretien par rapport à des voitures classiques. Cette tendance des SUV se propage également au marché de l'occasion, où c'est de plus en plus difficile de trouver un modèle autre que des SUV, ce qui rend plus cher l'achat d'une voiture. Actuellement, cette tendance d'achat d'un SUV tend à se banaliser. Les acheteurs vont alors rechercher des modèles de plus en plus spécifiques pour se différencier socialement. Les marques, pour répondre à cette demande, diversifient leurs offres et proposent de plus en plus des modèles adaptés à certains types de clients, notamment les femmes qui ont des modèles spécifiques. Le marché européen compte aujourd'hui 115 modèles différents de SUV contre seulement 75 en 2016. Cette présence des SUV attise l'attention et suscite même parfois des jalousies. Il y a un risque réel de rébellion contre des voitures perçues comme un symbole de richesse. La vignette critère, qui régule l'accès au centre des grandes villes, prend en compte l'âge et le type de carburant du véhicule, mais pas du tout le poids ou la consommation. Cela pourrait créer une disparité où une Clio un peu ancienne viendrait à être interdite, alors qu'un SUV flambant neuf serait autorisé, venant renforcer l'idée que l'argent peut tout permettre. Est-ce que, face aux enjeux de pollution, se tourner vers le véhicule électrique est une bonne solution? Ce n'est pas parce qu'un véhicule est électrique qu'il n'émet aucun gaz à effet de serre. Il en produit énormément lors de sa fabrication à cause des batteries, et lorsqu'il roule, il faut qu'il soit alimenté par des énergies bas carbone. Les SUV électriques, en raison de leur poids, requièrent des batteries beaucoup plus puissantes pour faire un même nombre de kilomètres qu'une voiture électrique plus petite, ce qui émet plus de gaz à effet de serre. La voiture électrique doit être développée dans un cadre bien précis pour être efficace. Elle n'a d'intérêt que si sa taille est raisonnable. Les SUV électriques et hybrides sont pourtant exclus des malus liés au poids des voitures. Par ailleurs, la seule promotion des ventes de voitures électriques ne suffira pas à atteindre nos objectifs climatiques. Les émissions du secteur des transports doivent baisser de 97% en 2050 par rapport à 2015. Nos modes de déplacement doivent évoluer vers plus de sobriété. Nous devons prioriser la marche ou le vélo qui sont moins émetteurs en gaz à effet de serre. Un des enjeux est de travailler sur un espace public plus agréable à vivre, ce qui signifie moins de SUV. En parallèle, il nous faut continuer à favoriser la création et l'amélioration des transports en commun pour relier les territoires entre eux. Oui, de manière plus limitée, nous devons électrifier notre parc automobile pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la marche à pied ou les transports en commun, tout en réduisant au maximum les émissions des véhicules électriques. Bref, revenons au SUV. Est-ce que la proposition de la mairie de Paris d'instaurer un tarif spécial pour les grosses voitures est-elle une bonne idée? En théorie, oui. Il est probable que le triplement des tarifs fasse frémir de nombreux conducteurs. Mais je ne sais pas si l'effet sera très important étant donné les capacités financières plutôt aisées de la plupart des propriétaires de SUV. Mais cette mesure présente une injustice flagrante. Elle cible spécifiquement les habitants de la banlieue et absolument pas les résidents parisiens. Ce qui risque d'attiser les tensions entre Paris et sa banlieue. Les propriétaires de SUV dans les quartiers chics, comme le 8e ou le 7e arrondissement, pourront continuer à profiter de leur place de parking à prix réduit, alors que les autres ne pourront pas. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Comme s'ils ne polluaient pas, sachant que les tarifs de stationnement à Paris ont déjà énormément augmenté. Alors, j'imagine déjà vos commentaires, mais Paul,
A-t-on vraiment besoin de venir en voiture à Paris? Certains individus, comme les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou encore les artisans, ont un besoin légitime de se déplacer en voiture. Mais pour les autres, vous avez raison, la justification de l'usage de la voiture est plus limitée. Paris devrait être un modèle en matière de réduction de l'usage de la voiture, surtout que c'est l'une des villes européennes, voire mondiales, avec le réseau le plus dense de transport en commun. À ce titre, la mise en place d'une zone à trafic limité annoncée par la mairie de Paris après les Jeux Olympiques est une très bonne nouvelle. Il est essentiel de préciser que des transports publics de bonne qualité sont essentiels pour encourager ce changement. Actuellement, de nombreuses lignes de transport en commun à Paris sont proches de la saturation à la suite de la crise du Covid-19. La diminution de la fréquence des rames et le lent changement des anciennes par les nouvelles a pour conséquence des quais bondés et des rames surchargées, ce qui entraîne souvent des perturbations dans le trafic. Les travaux liés aux Jeux Olympiques s'ajoutent également à ces problèmes. Il convient de se demander si le problème ne réside pas dans la densité démographique de l'Île-de-France. Les infrastructures nouvelles peinent à suivre la croissance du nombre d'habitants qui viennent travailler et profiter des services qu'offre Paris. Prenons l'exemple du Grand Paris Express, qui sera très certainement saturé dès son ouverture en raison de la faiblesse des transports en commun en banlieue. Pour contrer l'essor des SUV, il faut agir à la racine. Bien que personnellement, je sois favorable à l'interdiction, voire à la mise en place d'un poids maximal pour les véhicules, je comprends que cette mesure peut sembler un peu radicale. Actuellement, la France a mis en place une taxe en 2022 sur les voitures pesant plus de 1,8 tonnes. Cependant, cette mesure reste insuffisante car elle ne touche que 3% des ventes de voitures françaises et ne parviendra pas à ralentir la tendance à la prise de poids des voitures. D'urgence, il faut réviser la vignette critère pour intégrer les questions de poids et de consommation, tout en abaissant la limite de poids pour la taxation des véhicules. Nous pourrions également envisager la fin de la publicité pour les SUV pour ne plus être tenté. L'État doit jouer pleinement son rôle de régulateur. Cependant, il hésite à agir en raison des succès économiques de ces voitures. Ces véhicules ont revitalisé l'industrie automobile made in France, devenant les derniers modèles encore fabriqués sur le territoire. Il est impératif de mettre en place, à l'horizon de 10 à 20 ans, un plan de sortie progressive de l'industrie automobile, intégrant des stratégies de réaffectation, de reconstruction et de transformation de ce secteur. Il est crucial de trouver des solutions qui évitent des coûts sociaux élevés. Ignorer cette réalité risque d'entraîner de nombreuses personnes au bord de la falaise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre également des commentaires si jamais vous avez des questions. Cela participera à la mise en avant de la chaîne. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau contenu. À très bientôt, ciao!